madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, bien vivre ou s'épuiser. Vu la surconsommation actuelle de notre société, n'est-il pas urgent de ralentir? Qu'est-ce que la philosophie du bien vivre ou encore l'agroécologie est-elle la solution? Je vous retrouve dans quelques instants. François Le Tocard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de communication chez Entrée des Fraternités. Alors peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce premier reportage. Au Guatemala, comme dans beaucoup d'autres pays, le néolibéralisme occidental laisse des traces sur la nature et les hommes. A partir de la firma de los acuerdos de paz, las presiones más severas sobre la naturaleza guatemalteca vienen de todo un proceso de transnacionalización y me estoy refiriendo específicamente a explotación petrolera, a explotación minera y ahora más recientemente a la siembra en gran escala de cultivos para la producción de agrocombustibles. A todo esto tenemos que sumarle también que bajo el pretexto de querer tener una política energética alternativa, también se está amenazando muchísimos de los ríos del país con proyectos hidroeléctricos. Y la verdad es que todas estas políticas desafortunadamente no obedecen a las necesidades de la población guatemalteca, sino que a la presión de las compañías transnacionales y sus socios locales que saben que en la energía, en la exportación de minerales, petróleo, hay un enorme negocio. Pero esto está poniendo en mayor vulnerabilidad a las poblaciones guatemaltecas que ya de por sí son sumamente pobres. Salimos porque como el gobierno de Guatemala pues firmó un acuerdo al Estado de construir un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? El proyecto es la construcción de la presa. Taparon un río y esa es la que genera la energía eléctrica. Por eso se quedó. Y a causa de eso fueron masacrados a muchas familias porque oponieron de que ellos no quieren salir, abandonar su tierra. Entonces nos acusaron de guerrillero, entonces allí donde, por eso nos masacraron a muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres, muchos ancianos. El gobierno es mayor culpable a nuestra comunidad que están viviendo en una pobreza, porque antes cuando estuvimos en Río Negro tenemos grandes terrenos, grandes extensiones donde uno quiere cultivar, ahí está. Los recursos, la riqueza, ahí está. Los árboles frutales, ahí están. Las plantas medicinales, ahí está. Las cosechas, ahí tenemos. Pero ahora, hoy en día, no hay nada. Entre los esquemas para ya sea buscar soluciones al tema del cambio climático o entre las tecnologías que se están proponiendo como alternativas para acabar con el hambre en el planeta, nos están dando soluciones que en lugar de ser soluciones lo que van a hacer es agravar más los problemas. Un ejemplo fácil de ver en un país como Guatemala es cuánta tierra están abarcando estos productores, por ejemplo, de palma africana o de caña de azúcar, en un país como el nuestro, en donde la falta de tierra para la mayoría de la población provocó una guerra de 36 años en donde murieron miles de guatemaltecos. Grâce à des organisations paysannes comme CEIBA, la population guatémaltèque peut se faire entendre auprès du gouvernement afin de protéger leurs terres. Ahora podemos luchar, tenemos derecho de luchar, pero ya con nuestra mente. Peleamos con el gobierno, pero no con piedra, no con machete, no con armas. Ya vimos que el arma no nos dejó nada de bueno. Dejó muchas viudas, dejó muchos huérfanos, muchos muertos. Entonces ya es una experiencia. Hoy en adelante cambiamos nuestra lucha. No quiere decir que no vamos a luchar, vamos a luchar. Tenemos que luchar, pero con nuestra mente, con nuestra ideología. François Le Tocard, c'est quoi exactement Entrée des Fraternités?
Alors, Entraide et Fraternité, c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale de coopération au développement. Donc, nous sommes une association qui soutient environ une centaine de projets partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Des petites associations qui se donnent pour objectif de rendre leur dignité aux plus pauvres, aux exclus, aux marginalisés, en particulier aux paysans. Comment? On va le voir tout à l'heure. Mais s'il faut dire sur Entraide et Fraternité, c'est que nous sommes également un service d'église. Donc c'est une organisation qui a été fondée en 1961 par la Conférence des évêques de Belgique, qui voulait en fait créer un organisme chargé d'animer les paroisses et les communautés chrétiennes en Belgique durant la période du carême, pour ce carême de partage. Donc nous avons un double objectif, aider les populations du tiers-monde, les populations du Sud à vivre dans la dignité et sensibiliser la population belge à ces défis de solidarité internationale. Alors, vu la surconsommation actuelle de notre société, est-il urgent de ralentir? C'est exactement le message que nous voulons faire passer durant ce carême de partage 2017. Nous sommes dans une société du burn-out. En fait, un burn-out de la planète, je ne vais pas vous faire toute la litanie, tout le panorama des crises écologiques que nous vivons actuellement. Il y a bien entendu la crise climatique qui est extrêmement préoccupante, mais il y a également l'effondrement de la biodiversité. Nous sommes face à des problèmes d'une ampleur jamais connue. Notamment, on parle aujourd'hui de la 6e extinction de masse des espèces dans l'histoire de la planète. Donc ce n'est pas rien. Donc nous avons une planète qui s'épuise face à l'exploitation effrénée que notre modèle de développement occidental veut mettre en avant. Exploitation des ressources pour dégager du profit. Mais nous avons également une humanité qui est en burn-out. Donc tant au nord qu'au sud de la planète, les gens s'épuisent. Ici au nord, nous voyons un accroissement des inégalités comme jamais auparavant. Je vous renvoie aux travaux d'un économiste comme Thomas Piketty qui constate qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe à un niveau d'inégalité qui était celui que nous connaissions avant la Première Guerre mondiale, donc au début du XXe siècle. Donc des inégalités abyssales qui se creusent chaque jour davantage. Vous avez peut-être entendu parler aussi de ce rapport d'Oxfam qui chaque année, fin janvier, vient en contrepoint du Forum économique de Davos. Aujourd'hui, nous avons 8 personnes, les 8 personnes les plus riches qui concentrent en leurs mains un patrimoine équivalent à la moitié de l'humanité. Donc on est dans une humanité de plus en plus inégale. Mais nous sommes également ici dans le Nord face à une population qui s'épuise. La croissance économique s'accompagne d'une croissance de la consommation d'antidépresseurs et on n'a jamais vu autant de personnes en arrêt maladie, en burn-out. Donc un burn-out des populations du Nord, un burn-out également des populations du Sud qui, elles, s'épuisent à rester en vie, à survivre dans ce modèle, à chercher de quoi se nourrir, à s'alimenter dignement. Donc un double burn-out au niveau de la planète, au niveau environnemental et au niveau de la population. Face à ce constat, qui est on ne peut plus alarmant, il est évident qu'il faut s'arrêter, il faut ralentir, il faut sortir de ce paradigme du développement qui nous dit toujours plus vite. Actuellement, c'est un peu désespérant, mais je ne connais pas de décideurs politiques qui proposent de sortir de ce paradigme de la croissance, qui est en fait proposé comme la solution à tous nos problèmes, notamment le chômage. Or, la croissance n'est pas la solution, la croissance est le problème. Nous avons aujourd'hui, au niveau de la planète, et je viens de vous donner des chiffres, nous avons une richesse qui est suffisante pour nourrir l'ensemble de la population, pour satisfaire aux besoins fondamentaux de l'ensemble de la population de la planète. Dans l'état actuel des choses, la planète Terre peut nourrir sans problème 12 milliards d'individus. Il n'est pas normal que des centaines de millions de gens végètent dans l'extrême pauvreté et qu'ici, dans le Nord, de plus en plus de gens tombent dans la précarité ou dans le burn-out. Donc il est évidemment urgent de ralentir et c'est ce que nous proposons durant cette campagne de carême. Vivre plus simplement, aussi pour que d'autres puissent simplement vivre, c'est un peu le message central que nous voulons mettre en avant. Et comment est-ce que vous faites justement pour conscientiser les personnes à cette réalité-là, du burn-out tant au nord qu'au sud? Alors, dans notre travail, donc je l'ai dit, on a un travail d'éducation à la solidarité ici au Nord. Nous essayons de mettre en avant des solutions. Et c'est ce qu'on va vouloir mettre en avant durant cette campagne du carême de partage. C'est les petits gestes que nous pouvons faire au quotidien pour sortir de cette logique du toujours plus vite. Alors, nous avons proposé, et vous pourrez trouver ça sur notre site internet, 6 défis à se lancer durant les 6 semaines du carême. Donc, des défis, par exemple, en termes d'alimentation. Se passer durant une semaine des supermarchés, manger moins de viande, s'alimenter dans des groupes d'achats locaux, aller acheter dans les marchés paysans, chez les producteurs locaux. Tout ça pour sortir de cette logique de la grande consommation, de ce paradigme de l'agro-industrie que nous voulons évidemment remettre ici en question. Donc on travaille la sensibilisation dans les communautés paroissiales, dans les communautés chrétiennes, mais également dans le milieu scolaire avec toute une série d'outils ludiques, des mises en situation, des pétitions. Notre travail est assez large en fait et vise un public qui a envie effectivement de ralentir, de changer son mode de vie.
Vous avez choisi cette année, plus spécifiquement, de travailler au Guatemala. Pourquoi le Guatemala? Alors le Guatemala est un pays parmi les plus pauvres d'Amérique latine et en particulier la population indigène du Guatemala qui fait à peu près la moitié de la population du pays, donc plus ou moins 50% des habitants du Guatemala sont des Indiens mayas. Ces gens vivent dans une extrême pauvreté. Vraiment, on a des indices qui sont les pires pour toute l'Amérique, pour tout le continent américain. Donc ces populations indigènes ont connu 500 ans d'exploitation, d'oppression depuis l'arrivée des conquistadors jusqu'à aujourd'hui. Elles ont également connu une guerre civile dont elles ont été les premières victimes entre les années 80 et 90, qui a fait plus de 200 000 morts, 1 million de réfugiés. Et donc cette population essaye de se reconstruire. Aujourd'hui, on voit l'émergence, notamment politique au niveau local, des communautés mayas indigènes qui veulent reconstruire un avenir, et aussi l'émergence de toute une série de projets de développement où les Mayas, les indigènes, nous disent nous ne voulons pas de ce modèle de développement occidental, le modèle du toujours plus. Nous voulons un modèle adapté à notre culture, à notre vision du monde, à notre cosmovision, notre spiritualité. Et ce modèle, c'est le buen vivir, donc le bien vivre en harmonie entre les hommes et avec la nature. Et donc c'est ce modèle du buen vivir, cette philosophie de vie que nous voulons ici mettre en avant durant la campagne du carême de partage, avec l'idée un petit peu de revisiter notre carême de partage chrétien à la lumière de cette philosophie de vie des Indiens du Guatemala. Je vous propose peut-être de justement prendre le temps d'un peu découvrir cette philosophie du buen vivir dans ce reportage que vous pouvez voir maintenant. Au Guatemala, les fondements de la spiritualité maya reposent sur la notion du buen vivir, une manière de vivre, de penser, qui s'appuie sur le respect de la nature, des animaux et des hommes. Las diferentes concepciones que se le dan acerca de lo que pudiéramos llamar como Dios, que insisto es Ajao, madre y padre, entonces permiten establecer que ese Dios está dentro de toda la naturaleza, dentro de los seres humanos, dentro de los árboles, dentro del viento, dentro de la lluvia. Y eso ha llevado o llevó a los ancestros a sacralizar los elementos de la naturaleza. Cuando Occidente enfoca que Dios está en el cielo y la tierra es propiedad de Dios y la tierra se lo ha dado al hombre, le ha dado las llaves al hombre según el Génesis de la Biblia. Yo creo que de ahí viene esta manera de entender cómo se está destruyendo la tierra, porque es una propiedad nada más. Ahora la espiritualidad maya nos enseña que nosotros no somos dueños de la tierra. Ella es nuestra madre, ella es dueña de nosotros, somos sus hijos, no es nuestra propiedad. Alors quel modèle de développement désirent les Mayas aujourd'hui pour affronter les jours à venir? ¿Desarrollo para quién? Creo que siempre lo han tenido los empresarios económicamente, ¿verdad? Pero nunca las comunidades. Tenemos todos los elementos de la naturaleza, de nuestro ambiente, ¿verdad? Pero nunca somos beneficiados de ellos. Entonces, al final quienes lo explotan, ¿verdad? Porque es eso, ¿verdad? La explotación de los recursos para los empresarios es eso, ¿verdad? Para ellos eso es desarrollo, pero yo creo que en nuestras comunidades el concepto de desarrollo es la convivencia armónica entre la naturaleza, dentro de todo lo que nos rodea, ¿verdad? El desarrollo es nuestra forma de pensar, sentir y vivir, nuestras propias culturas en nuestras comunidades. El concepto de desarrollo podemos resumirlo como vivir bien física y espiritualmente en el lugar donde nos ha tocado vivir. Y eso engloba aspectos del desarrollo local para que nuestra gente no tenga que irse a los Estados Unidos a ganarse la vida y romper su familia. Y los ancianos y ancianas en la ceremonia nos dicen que esté alegre y contento tu cuerpo y que esté alegre y contento tu corazón. Y esa es una visión global del desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Martin est paysan. Il vit avec sa famille à Cerro de Oro, au bord du lac Atitlán. Mis ancestros me han dejado dicho
que no quemar la tierra, hay que cuidar la tierra. Y los animales, no matar a los animales. Entonces también cuidar de las personas. Si yo soy malo con la gente, entonces yo maltrato a la gente y maltrato a la tierra. ¿En qué me puede ayudar? Nada me puede ayudar. Entonces eso es lo que nosotros queremos, salir adelante con nuestras familias y vivir bien juntamente. François Le Tocard, d'après vous, cette philosophie du buen vivir, est-ce qu'elle est applicable chez nous? Alors, il faut d'abord comprendre que ce qui est au centre du buen vivir, c'est la notion d'harmonie. Donc l'harmonie entre l'homme et la nature. Pour les Mayas, si on détruit la nature, on détruit également l'homme. Donc ça, c'est effectivement une notion très très importante à intégrer. Maintenant, si on parle de bien vivre ici en Occident, je pense que pour 90% des gens, on va penser à un bien vivre matérialiste et individualiste. Or, c'est justement ce que nous voulons dénoncer. Parce que ce modèle de bien vivre matérialiste et individualiste, il nous conduit droit dans un mur, on vient de le dire tout à l'heure, avec cette société de l'épuisement. Nous sommes sur une planète dont les ressources naturelles sont par définition limitées. On ne peut pas croître en permanence. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a à peine 5% des humains aujourd'hui sur la planète qui ont déjà pris l'avion? Si on applique notre modèle de développement occidental, notre bien-vivre occidental à l'ensemble de la planète, c'est juste insoutenable sur le plan environnemental. Donc il y a une grosse difficulté. Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment inviter les gens ici en Europe à se poser la question, au fond pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être bien vivre? Quelles sont les choses qui encombrent ma vie et qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie? Est-ce que c'est essentiel d'acheter le dernier modèle de voiture de luxe que j'ai vu au salon de l'auto, ou bien ce qui me rend heureux, c'est une bonne soirée avec des amis autour d'une bonne bouteille de vin? Je pense que ce sont des questions très simples que les gens doivent se poser pour retrouver une harmonie, pour retrouver une simplicité, une sobriété heureuse dans leur vie. Donc vraiment, nous sommes à la recherche du bonheur, nous sommes tous à la recherche du bonheur, et il se trouve justement que le carême de partage, c'est ce temps privilégié pour se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Est-ce que c'est pas le moment privilégié pour se débarrasser de tout ce qui est superflu, de cette course vers le toujours plus vite? Je pense que c'est ça l'intérêt du buen vivir, c'est qu'il nous permet de revisiter le carême et de retrouver le sens premier de ces 40 jours particulièrement importants dans la vie du croyant. Vous avez le sentiment que l'Église doit s'occuper du bien vivre Mais je pense que l'Église n'a jamais proposé autre chose que de se tourner vers l'essentiel, justement, ce qui fait sens. Et le carême est justement un temps de conversion pour se tourner vers les autres et vers Dieu, pour retrouver vraiment ce qui nous porte en avant dans notre vie. Vous avez le sentiment, quand on voit le reportage, que la philosophie du bien vivre est une philosophie de la solidarité? Alors, la solidarité est constitutive du buen vivir. Les Indiens mayas nous disent qu'il n'est pas possible de vivre bien si les autres vivent mal. Donc, je rappelle, le principe central, c'est celui de l'harmonie. Et donc, la solidarité est évidemment au centre de cette philosophie de vie. Et je le répète, sur une planète qui n'a jamais produit autant de richesses, il n'est tout simplement pas possible de vivre heureux si des millions de gens, d'êtres humains, continuent de végéter dans l'extrême pauvreté. Ce qui signifierait alors que cette philosophie-là, quelque part, peut avoir une incidence sur des décisions politiques à venir? Alors ce qui est très intéressant, c'est que le buen vivir, c'est pas un concept de bobo, un truc qu'on a été exhumé, une espèce de philosophie animiste qui daterait dans notre âge. Aujourd'hui, dans la constitution de la Bolivie et de l'Équateur, les nouvelles constitutions, le principe du buen vivir est inscrit noir sur blanc. Ce concept est également pris très au sérieux par l'ONU, qui intègre le buen vivir dans sa redéfinition des objectifs du millénaire pour le développement. Donc on commence à comprendre que le développement, ce n'est pas toujours plus produire, exploiter la nature pour créer de la richesse, qui de toute façon va aller, va partir dans les poches des actionnaires, de cette minorité qui s'enrichit de plus en plus au détriment de la planète et du reste de l'humanité. C'est ce qu'on a bien vu dans le premier reportage, justement. On voit que les paysans, quelque part, sont écartés de leurs propres terres au bénéfice de quelques actionnaires. Donc au Guatemala, l'accès à la terre est vraiment le problème central. Nous sommes dans un pays où 2% de la population possède 84% des terres arables. Et encore, ce sont les meilleures terres, donc celles de la costa, la côte sud, la côte pacifique, qui sont les terres les plus fertiles. Les Indiens, depuis 500 ans, ont été repoussés vers les hauts plateaux, vers l'altiplano, où ils cultivent des terres rocailleuses, desséchées, et parfois des très très petites parcelles. J'ai vu de mes yeux le long de la route transaméricaine, des femmes mayas cultiver des champs de maïs à flanc de montagne sur des déclivités
biodiversité absolument impressionnante, presque des falaises, j'ai envie de dire. Tout ça parce que l'accès à la terre est quasi impossible pour ces petits paysans. Et donc, il faut trouver pour eux des méthodes agroécologiques pour pouvoir exploiter au mieux ces parcelles extrêmement ingrates. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires d'Entraide et Fraternité, c'est les former à l'agroécologie. Je vous propose justement de regarder votre troisième et dernier reportage de ce magazine, avec un de vos partenaires. Je vous propose de le regarder maintenant. Entraide et Fraternité soutient l'organisation CEIBA. Celle-ci s'emploie, en plus du travail de plaidoyer politique, à former des promoteurs en agroécologie. L'objectif est le développement de leur propre parcelle intégrale pour ensuite diffuser dans leur communauté les connaissances acquises par l'expérience. Roberto Ramirez, de Quilco, est un promoteur communautaire. Lo que queremos pues hacer, todo vamos a aprender, porque si es solo yo, no, creo que no, nada serviría, ¿verdad? Pero lo que queremos es consumir lo nuestro. Yo sí no conozco el químico, porque es pura favor de la Santa Tierra. Tenemos que estar conscientes de que nuestros productos son lo mejor y que son nutritivas para nosotros mismos, ¿verdad? Y claro, por supuesto, la gente también no tiene muchos terrenos donde cultivar. Una cuerda y hacen milagros con todo, porque también de eso siembran maíz, frijol y todas las verduras. Pero yo creo que lo que la gente necesita es por lo menos un pedazo de tierra donde dignamente pueda cultivar lo necesario para la soberanía alimentaria, para el sustento diario, que tampoco pensamos en exportar, ¿verdad? Porque aquí hay una tradición agrícola en el pasado que es muy sabia y que por supuesto fue dejada a un lado por la agricultura moderna, esta agricultura química y que mata la vida en lugar de propiciarla. Pero aquí está la gente que sabe cómo hacer agricultura de este tipo. Y porque este tipo de agricultura también permite recomponer suelos, guardar más agua, o sea, también te da una respuesta a un tema como el cambio climático. Y Guatemala tiene un clima que es fantástico para hacer agricultura. Entonces, ahí hay una clase de cosas que la gente muy fácilmente podría hacer. Podríamos pensar en un cambio de una agricultura moderna a una agricultura más moderna que recupere el conocimiento tradicional y le incorpore los elementos que se necesitan para que esta pueda volver a ser viable después de que hemos envenenado los suelos. Es un derecho que el pueblo tiene a elegir cómo sembrar, cómo producir sus alimentos y cómo alimentarse de ellos. Entonces es el derecho del pueblo. ¿Ah? L'un des combats de CEIBA a été la lutte contre les mines à ciel ouvert, qui provoquent la destruction des terres où vivent beaucoup de paysans indigènes. CEIBA tiene la dicha de acompañar a la gente en 28 municipios que ya realizaron su consulta comunitaria y todos los 28 municipios han dicho no a la minería rotundamente. Pues. No quiere decir que están desconociendo o lo que es el desarrollo, ¿no? La comunidad quiere un desarrollo, pero no con una explotación minera, pues, porque 1% que deja pues para el país no es desarrollo, dice la gente. François Tocard, vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est l'agroécologie exactement? Alors l'agroécologie, au fond, c'est la mise en pratique très concrète du buen vivir au niveau de l'agriculture. L'agroécologie, c'est en fait cultiver la terre en essayant d'imiter les écosystèmes naturels. Par exemple, au lieu de faire une grande monoculture, par exemple de bananes ou de café, on va agencer, on va combiner différentes plantes afin de créer un écosystème naturel. Et c'est ce que font les Indiens du Guatemala dans les projets qu'on soutient, notamment à travers le concept de parcelles intégrées. Ils recréent un véritable petit écosystème avec le champ de maïs, le champ de haricots, le potager, un petit élevage, une
pépinière, voire une mare, un étang avec des canards. Et tout ça vit en harmonie, en combinaison. Au niveau du potager, par exemple, on va combiner les plantes pour qu'elles se protègent les unes les autres en cas d'attaque de parasites. Et donc ce petit écosystème, il est plus résilient, il résiste aux attaques de parasites beaucoup mieux que la monoculture qui, une fois qu'elle est attaquée par les parasites, doit être traitée chimiquement. J'ai vu très concrètement, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs l'intérêt de l'agroécologie, j'ai vu très concrètement au Guatemala une dame, une veuve, maman de 4 enfants, me montrer avec fierté son silo à grains à haricots plutôt. Et me dire, grâce aux méthodes de l'agroécologie que j'ai apprises avec les associations partenaires d'entraide et fraternité, j'ai pu tripler ma production de haricots. Donc je peux vendre maintenant des surplus au marché, et avec l'argent que je gagne, je peux envoyer mes enfants à l'école en toute sérénité. Et le sourire que cette dame me faisait parlait d'elle-même. L'agroécologie, aujourd'hui, c'est la solution à la faim dans le monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier de Scutter, qui dans un rapport de 2011 a compilé les études scientifiques qui prouvent que l'agroécologie dans les pays du Sud est plus productive que l'agrobusiness, que l'agro-industrie, plus productive tout en respectant mieux les écosystèmes et la nature, les sols et les réserves d'eau. Donc c'est évidemment quelque chose d'enthousiasmant que nous voulons promouvoir à grande échelle dans les pays du Sud. Mais les politiques que vous soutenez, Entraide et Fraternité, justement dans ces pays-là, est-ce qu'elles ne conduisent pas parfois à une certaine forme de désobéissance civile ? Alors la désobéissance civile, c'est un concept intéressant parce que comme le disait Vandana Shiva, une leader indienne de l'altermondialisme, il existe des lois supérieures à la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Lorsqu'on voit par exemple dans le reportage des mines à ciel ouvert qui détruisent la nature, qui détruisent les possibilités pour les paysans du Guatemala de se nourrir dans la dignité, il est clair que le droit à faire du business pour les entreprises minières contredit le droit à se nourrir dignement des populations indigènes. Donc il existe des lois supérieures aux lois telles que nous les connaissons. Et effectivement, les Indiens du Guatemala, avec nos partenaires, mènent de nombreuses actions de désobéissance civile pour faire comprendre au gouvernement que ce modèle de développement basé sur le productivisme, sur l'extraction des ressources naturelles, n'est pas ce qu'ils veulent et que ça met leur vie en péril et que par conséquent, il faut rejeter ce modèle. De cette manière-là, quelque part, vous redonnez la parole aux opprimés. Absolument, c'est je pense, le fil rouge au fond de tout notre travail. Nous n'envoyons pas des coopérants belges expliquer au fond aux Indiens du Guatemala ce qui est bon pour eux. Nous partons toujours des demandes, des besoins des populations. Donc c'est une forme de développement endogène qui part des ressources même des gens. Et c'est eux qui font émerger les projets que nous accompagnons, que nous soutenons, grâce à la générosité d'ailleurs des communautés chrétiennes ici en Belgique. François Tocard, merci d'avoir pris le temps de nous partager les enjeux de la campagne d'entraide et fraternité de cette année. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.